Aujourd'hui, tout le monde connaît Marvel comme la branche rouge éditrice de comics avec le visage d'une entreprise super puissante appartenant au mastodonte Disney. Si Marvel, au cours de sa riche histoire, s'est démarqué comme un pilier de l'édition super-héroïque du XXe siècle aux côtés de DC Comics, la réussite actuelle de Marvel n'a pas été un cheminement simple ni tranquille. Sans aborder les tout débuts timides de Timely Comics, ancien nom de la firme, ou encore les diverses crises qu'ont subi le monde des comics, car oui, il y en a eu, et pas qu'un peu. Suffit de voir la chute de vente au tournant des années 1930, car si le conflit mondial n'a impliqué qu'assez tardivement les États-Unis, la presse la plus vendue à l'époque était évidemment les divers articles concernant la situation en Europe et la propagation d'idées d'extrême droite en Amérique du Sud au même moment. Autrement dit, les préoccupations sont ailleurs, et les papiers les plus vendus n'incluent pas les comics, qui devront attendre un petit peu avant de connaître leur âge d'argent et d'or. Dans les années 60 et 70, DC et Marvel réalisent leurs plus beaux chiffres grâce à leurs séries phares respectives. Plus que cela, les entreprises se développent et Marvel décide petit à petit de s'étendre à d'autres domaines pour pérenniser et élargir son activité. Après avoir été acheté par l'ancienne société de production audiovisuelle New World Pictures en 1986, cette dernière doit renoncer à ses droits 3 ans plus tard, faute de moyens financiers. C'est alors qu'un certain Ronald Perelman obtient la marque Marvel Comics pour la modique somme de 82 millions de dollars, ce qui serait environ l'équivalent de 150 millions de nos jours en prenant en compte l'inflation. C'est donc le point de départ de notre histoire du jour, car dès lors que notre cher Ronald débarque dans la place, il va se passer bien des choses. En premier lieu, ce dernier décide de faire rentrer Marvel en bourse en 1991, ce qui fait directement passer Marvel dans une nouvelle dimension, accumulant plus d'un demi-milliard de titres en bourse américaine. Rapidement mis à profit, les revenus générés par ces multiples coups de Ronald sur le marché de la bourse lui permettent d'étendre l'empire qu'il souhaite bâtir avec Marvel. Il achète successivement 2 sociétés pour 265 millions de dollars, chacune des entreprises édite respectivement des cartes de baseball et de basketball. Pour vous faire une idée, c'est un peu comme si Marvel rachetait de nos jours une boîte comme Panini. Enfin, attendez, on y vient. Parallèlement, une bulle spéculative se crée sur la vente de comics. Comme certains comics anciens ont une valeur marchande importante sur le marché d'occasion et que les prix de certains comics rares s'envolent à la revente seulement quelques mois après leur parution, certains acheteurs voient dans les comics un moyen rapide de gagner de l'argent, ce qui crée cette bulle qui plane au-dessus de toutes les têtes dans le monde du comics. En 1993, 2 ans plus tard donc, un événement majeur se produit lorsque Marvel obtient 46% du capital de Toy Biz, entreprise de jouets qui dorénavant produit des figurines à l'effigie de nos héros préférés. Si on ne sait pas encore à cette époque que ce deal aura un effet domino conséquent, on sait juste qu'un certain Avi Arad, qui était PDG de Toy Biz avant le rachat, se retrouve propulsé en tête d'une filiale cinématographique créée par Marvel et New Worlds Entertainment lorsque cette dernière possédait encore les droits de la film rouge. Avi Arad décide donc de fonder directement Marvel Films, une entreprise qui porte bien son nom. Sa première action est de contacter MCA, surpuissante firme américaine propriétaire d'Universal Studios à l'époque, pour céder des droits d'image des personnages Marvel. Si Arad est directeur d'une simple filiale de Marvel portant sur les adaptations audiovisuelles, il engage dès ses débuts une politique de diversification des supports pour imprégner les super-héros dans l'inconscient collectif. Premier succès d'emblée pour lui, qui produit avec l'aide de la Fox la série animée Spider-Man et la série animée X-Men, qui sont aujourd'hui très populaires, au point de recevoir une suite près de 30 ans plus tard. Comme si cela ne suffisait pas, Ronald ne s'arrête plus d'étendre l'empire Marvel puisqu'en 1994, l'éditeur de vignettes italien Panini est racheté par la firme rouge. Acquisition conséquente pour Marvel qui s'offre donc un revenu colossal sur la vente de stickers sportifs, un domaine qui est en passe d'atteindre son apogée dans le monde. Sans oublier ses racines, Marvel rachète également Malibu Comics, une maison d'édition qui se fit connaître pour diverses adaptations de personnages préexistants, une aubaine pour diversifier les histoires de nos héros sur le papier. Justement, restons sur le papier, car si Marvel semble très dominant d'un point de vue entrepreneurial, c'est aussi et surtout parce que les ventes sont au beau fixe. La première moitié des années 90 est un essor pour les comics Marvel qui récupèrent peu à peu les lecteurs lassés de DC et de son multivers décousu au fil du temps. Cependant, alors que Marvel est lancé sur ses publications, DC relance son univers avec un reboot total de ses continuités.
Bien que Marvel ait connu une légère envolée, des histoires comme Year One, entre autres, relancent l'intérêt vers DC Comics, qui en plus de cela montre une certaine réussite sur sa diversification de supports. Sans parler de la quadrilogie Superman qui remonte un peu, DC décide de céder tous les droits d'image et de production audiovisuelle à la Warner, ce qui conduit aux 2 masterclass de Burton avec Batman. Ce succès explique donc aussi les démarches d'Avi Arad, qui cherche encore à étendre les personnages Marvel dans le domaine du cinéma, de l'animation et de la télévision. Dans cette optique et pour les séries animées précédemment citées, Marvel n'hésite pas à faire appel à des jeunes dessinateurs les plus talentueux comme Todd McFarlane ou Rob Liefeld. Seulement, ces dessinateurs décideront collégialement de fonder leur propre maison d'édition et donc de quitter simultanément Marvel, premier coup dur pour la firme. Comme si cela ne suffisait pas, alors que Marvel Comics peine à re-remplir l'effectif, la bulle spéculative explose et Ronald connaît ses premières grosses difficultés financières. Effet domino garanti, Marvel investit sur maintenant beaucoup de fronts avec les diverses entreprises qu'elle possède. Certainement trop de fronts puisque désormais, la vente de comics n'est plus suffisante pour ne serait-ce que maintenir l'équilibre financier, Marvel est en déficit. Les productions audiovisuelles n'y changent pas, puisque les droits étant partagés avec la Fox, trop peu de revenus viennent dans la poche de Marvel pour se relever de ces 2 coups durs. Le coup de grâce interviendra quelques mois plus tard, en 1994, lorsque les joueurs de la Ligue de baseball américaine décideront d'un lockdown total. Un lockdown correspond à une grève qui ne sera rompue qu'à certaines conditions. Si vous vous demandez ce que Marvel a à voir là-dedans, eh bien cette grève signifie juste que Panini ne vendra pas les milliers de stocks de vignettes de baseball prévus pour la saison 1994-1995, et dernier coup de poker, Marvel décide de surenchérir à la demande de Panini les éditions de vignettes basketball en compensation. Flop monumental, et pendant ce temps, la dette de Marvel se creuse et se creuse. 27 décembre 1996, après de longs mois de galère financière, Marvel est déclaré en faillite. 1997 sera alors un long périple qui verra différents noms et le tribunal décider du sort de l'entreprise. Sur toute l'année civile, la dette de Marvel est plus importante que l'ensemble des ventes de comics réalisées. Alors que Ronald s'accroche pour redresser le navire, le tribunal lui ordonne de céder l'entreprise, ce qu'il fait au profit de Joe Calamari, un ancien de la maison. Si Ronald a été le sauveur puis le bourreau de l'entreprise, sa gestion de Marvel lui aura fait gagner plus de 200 millions de dollars de fortune personnelle, au prix de moult licenciements lors de cette période. Comme quoi les chefs d'entreprise sont toujours de bonnes personnes, régis simplement par leur volonté de bien faire. Alors, Joe Calamari décide dès son arrivée au pouvoir de ne rien faire, puisque le tribunal doit rendre une décision définitive et que le capital du monsieur est nettement insuffisant pour solder la dette de Marvel et pérenniser son activité. Calamari tente tout de même de renégocier les accords financiers du partenariat avec Toy Biz, toujours dirigé par Avi Arad et son compère Ike Perlmutter. Et oui, si on s'est attardé précédemment sur le nom d'Avi Arad, c'est bien pour une raison, c'est parce que ce bon vieux Avi, quand il voit Calamari arriver avec ses gros sabots pour tenter de sauver quelques pesos, il soumet simplement au tribunal une demande de rachat de Marvel. Si Calamari, outré, refuse quelconque négociation, le tribunal accepte et Joe fait ses valises courant 98, alors qu'Avi Arad et Ike Perlmutter arrivent à la tête de Marvel, entreprise dans un très sale état. Plus que cela, Toy Biz et Marvel fusionnent, ce qui permet de stabiliser les dépenses de Marvel grâce au capital de la marque de jouets. Avi Arad embauche directement Bill Jemas et Bob Arras à l'édition de comics, qui eux font venir un certain Joe Quesada, auteur de la série à succès Marvel Knight, qui donne un vrai bol d'air frais à l'édition de comics de la Maison Rouge. Seulement, Avi, il en a pas assez. Pérenniser la vente de comics était un point de départ pour lui, mais je vous rappelle que son rêve, c'est de créer un empire audiovisuel avec les héros Marvel. En ce sens, il profita de la situation délicate de Marvel pour fusionner divers studios que l'entreprise possédait et créer une petite filiale nommée Marvel Studios. Conscient des risques et de l'impossibilité de se lancer dans une production autonome de films au vu de la situation financière de Marvel, Avi Arad reste fidèle à sa stratégie de vendre des droits d'adaptation à des studios pour profiter d'un pourcentage bien négocié sur les recettes des œuvres. Alors qu'Arad avait déjà travaillé avec la Fox pour ses séries animées, il décide donc de céder à la Fox de nouveau les droits des X-Men ainsi que des 4 Fantastiques.
Spider-Man sera lui adapté par Columbia Pictures, qui donna une offre plus conséquente que celle de la Fox. Vous vous en doutez peut-être, mais le pari est très risqué. Non seulement le futur économique de Marvel repose sur une réussite de ses adaptations au box-office, mais en plus Marvel perd les droits d'adaptation cinématographique de ses 3 héros/factions les plus populaires. Ce qui peut être compromettant dans la vision d'Arad de lancer par la suite Marvel Studios et la production autonome de films Marvel. Cependant, en 2000, le majeur succès de X-Men au box-office est un premier soulagement pour Marvel. La firme rouge touche un pourcentage non négociable des 56 millions de dollars que rapportera le film en première semaine, avant de connaître un franc succès critique et commercial. Avi Arad étant sur tous les plans, Marvel touche aussi un petit billet sur les ventes de produits dérivés du film, ce qui sort temporairement Marvel de l'eau. Il faudra attendre encore 2 ans et le Spider-Man de Sam Raimi, qui en plus d'ouvrir la voie aux adaptations cinématographiques de super-héros solo, est un succès colossal. Les dollars pleuvent dans les bureaux de Columbia Pictures, qui n'oublie bien sûr pas de donner le petit pourboire à Marvel et de signer une trilogie qui sera une des plus rentables de l'histoire. Spider-Man 3 en 2007 sera d'ailleurs le film le plus rentable de l'histoire, une petite période. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet pour en apprendre un peu plus. En clair, les années 2000 sont les fruits d'un pari immense et sacrément gagnant d'Avi Arad, qui aura remis Marvel au premier plan dans le noyau des entreprises de divertissement. Parallèlement, sur les planches, l'univers Ultimate se développe et comptabilise de nombreuses ventes, tant il est source d'inspiration pour les films précédemment cités. Vous l'aurez compris, Marvel, après avoir été en faillite 10 ans plus tôt, est de nouveau en position de force sur le marché du divertissement culturel mondial. Seulement, Avi, il en a pas fini. Celui qui a cédé les droits de ses séries phares pour sauver la firme rouge d'une noyade certaine garde son rêve de développer des productions internes propres à Marvel bien vivant. Pour ce faire, les recettes engendrées par la cession des droits et les succès au box-office en découlant vont être en grande partie réinjectés dans la production d'une série de 5 films, tous confiés au bébé de Avi, Marvel Studios. Averti que les héros les plus en vogue ne peuvent être diffusés par Marvel seul et qu'un accord financier sera difficilement négociable au vu des succès des adaptations, une sélection de héros doit être trouvée dans un plan s'étalant sur 4 ans, comprenant 4 films solo et 1 film commun, même recette que les comics. Malgré son côté patriotique et la difficulté qu'il peut représenter quant à la dimension internationale que veut occuper Marvel sur le marché, Captain America est choisi, ainsi que Thor pour exploiter la mythologie nordique. Seulement, ces 2 héros ne constituent pas, selon les scénaristes, une porte d'entrée attrayante. C'est alors que Ant-Man, Hulk et Iron Man sont les derniers noms restants pour lancer le projet. Si Hulk est très populaire en comics, la dimension quelconque du monstre aux 2 visages fait craindre Marvel de pondre un film qui tombera dans l'oubli, comme le film à la critique très mitigée Hulk sorti en 2003 d'ailleurs. Ant-Man n'est pas assez réputé alors que Marvel Studios se lance en parallèle dans la production d'un film Iron Man et Hulk, avec comme objectif de lancer leur projet par un film solo Iron Man finalement. Beaucoup de billets sont sortis pour un dernier pari de l'entreprise qui prend un risque majeur si le film venait à se planter. Le cast de Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow est exceptionnel, mais Marvel veut mettre toutes les chances de son côté. Seulement, à cette époque-là, la réputation de Robert Downey Jr. est quelque peu controversée. L'acteur est réputé instable du fait qu'il ait déjà planté le tournage de certains films à cause de ses addictions précédentes, qu'il laissera définitivement derrière lui à ce moment-là. Sérieux et impliqué, l'acteur livrera une copie quasi parfaite dans un film intéressant, reprenant les codes de développement installés par Raimi 5 ans plus tôt. Les effets spéciaux sont très réussis pour l'époque, l'histoire est prenante, le jeu d'acteur excellent, le pari est gagné, 585 millions de dollars pour un succès planétaire au box-office. La suite, vous la connaissez. En 2009, soit un an après le succès d'Iron Man et celui plus relatif de l'incroyable Hulk, Disney rachète Marvel Entertainment et donc Marvel Studios et toutes les filiales de Marvel pour la modique somme de 4 milliards de dollars. Avi Arad, à coup de pari toujours gagnant, a définitivement sauvé Marvel, puis l'a tranquillement déposé tout en haut de la chaîne alimentaire de la production d'œuvres artistiques de divertissement. En 15 ans donc, Marvel a connu la faillite puis l'avènement, le tout après avoir connu une longue histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Si aujourd'hui nous parlions majoritairement des grands dirigeants et que nous pouvons questionner l'impact majeur que seules leurs décisions propres ont sur beaucoup de personnes, j'aimerais aussi avoir un mot pour ce beaucoup de personnes.
artistes, scénaristes, dessinateurs, producteurs, designers, professionnels, fans ou amateurs. Ce sont aussi et surtout eux qui font vivre toutes ces histoires tant sur le papier que sur nos écrans. Si aujourd'hui nous nous sommes intéressés à l'économie et aux décisions de la direction d'une entreprise artistique, c'est avant tout pour conclure en disant que dans entreprise artistique, il y a autant le mot entreprise que artistique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter, surtout ça m'aide énormément et ça me fait franchement plaisir. En attendant, portez-vous bien, la fraude n'est jamais finie, c'était le fraudeur.